Tout commence avec la grande bataille finale entre les 5 héros de l'humanité et le redoutable empereur démon. Au cœur de l'affrontement, une quantité massive d'énergie est libérée, détruisant tout autour d'eux. Et avec une dernière explosion, la grande bataille atteint enfin son apogée et sa fin. Le monstre a été vaincu, mais pour y parvenir, les 5 héros de l'humanité ont dû payer un prix très élevé. Après que la poussière retombe, nous voyons l'Implié et la forteresse de fer soutenant l'archer céleste. Ailleurs, notre protagoniste essaie de soigner le sage de la lumière sacrée qui a été grièvement blessé. Mais l'un de ses camarades l'avertit que le coup final de l'ennemi l'a blessé et qu'elle ne peut pas être guérie. Il hurla tout le monde de se taire et continue d'essayer de la sauver sans succès. Son ami lui demande alors d'arrêter, lui disant de ne plus essayer de la sauver car elle a déjà accepté son sort. Avec un sourire sur son visage, elle dit qu'elle est déjà satisfaite de cette fin alors que son corps brille de lumière. Même dans la victoire, ils se souviennent de leur promesse de revenir tous ensemble. Mais, maintenant, c'était la fin. Juste à ce moment-là, notre protagoniste entend une voix familière et se demande si c'est la voix de l'empereur démon. La voix confirme alors que c'est la sienne et que ce sont ses derniers mots pour leur magnifique bataille. Soudain, le sang du roi noir enveloppe ses amis, et ils réalisent qu'ils ont été dupés par le monstre. Le corps du protagoniste commence à se transformer, et il réalise que la véritable capacité de l'ennemi était l'assimilation. L'empereur démon révèle alors qu'il préfère appeler son aptitude unique l'évolution. Pendant ce temps, l'assimilation continue et le corps de notre protagoniste commence à être consumé par les ténèbres. La voix explique que ceux qui l'ont vaincu sont dignes de devenir son nouveau vaisseau pour son grand chef-d'œuvre. Il se concentre sur notre héros, disant qu'il est le plus fort vaisseau humain de tous. Voyant son camarade se faire posséder, l'un des guerriers crie son nom, essayant de se libérer. Il dit alors qu'il préfère tomber par la main de son ami plutôt que devenir un outil pour l'ennemi. L'esprit du protagoniste est déchiré alors qu'une voix le supplie d'abandonner cette idée et de ne pas éliminer son allié. Mais le chevalier blond lui crie de se dépêcher car il ne peut plus résister à l'assimilation. La voix intérieure continue de le supplier de ne pas laisser la tragédie d'un frère abattant un autre se produire. Blond demande pourquoi son épée tremble et si son ami ne peut pas se résoudre à le frapper. Avec un regard sombre, le protagoniste semble se préparer à ce qui doit être fait. La voix du monstre dit que la résistance est futile, et que son côté droit a déjà été complètement assimilé. Avec cela, le chevalier comprend que ce n'était pas de la faiblesse et un petit sourire apparaît sur son visage. Et dans un mouvement rapide, la lame de l'épée flaire, se dirigeant vers sa cible. À la surprise de tous, l'épée transperce la poitrine de l'ami du protagoniste. Avec un sourire, le blond dit que seul quelqu'un d'aussi impitoyable et mortel que lui est digne de cette capacité. Le protagoniste l'appelle frère et sa capacité s'éveille, faisant apparaître une marque sur son visage. Immédiatement après, il retire l'épée du corps de son ami alors que l'assimilation se retire de son bras. L'archer regardant de loin crie le nom de son patron avec désespoir. Elle et le chevalier lui disent de ne pas laisser le sacrifice être vain et de faire tout ce qu'il faut. Avec un regard plein de détermination et de haine, notre protagoniste semble avoir pris sa décision finale. Il prend alors la vie de ses 2 autres compagnons, et le chiffre 2 apparaît sur son visage. Avec cela, une 3e marque apparaît, indiquant qu'il a absorbé le pouvoir de tous ses alliés. Hurlant de douleur et de rage, le protagoniste libère une énorme quantité d'énergie dorée. La voix de l'ennemi dit que 3 vies échangées contre du pouvoir n'ont suffi qu'à libérer sa main. Mais notre héros répond que pour résoudre le problème final, une seule main est plus que suffisante. Il lève alors son épée vers son propre cou, surprenant la conscience du monstre. À cela, l'entité hurle furieusement, pour qu'il arrête immédiatement cette folie. Sa main démoniaque saisit la lame et la voix l'avertit de ne pas tester sa patience plus longtemps. Et avec un peu de force, l'épée se brise en plusieurs morceaux, devant les yeux de notre jeune homme. Avec la destruction de l'épée sacrée celui-là, le monstre croit avoir gagné la bataille une fois pour toutes. L'entité se vante alors, disant qu'aucune attaque dans ce monde ne peut nuire à sa coquille invincible. Mais soudain, le bruit de quelque chose qui se brise résonne à travers l'endroit, laissant la créature confuse. Notre héros demande alors si le démon pensait vraiment qu'il ne pouvait pas se détruire lui-même et avec un cri, il frappe sa propre poitrine, perçant son corps avec sa main libre. Surpris par l'action du jeune homme, le monstre crie son nom alors qu'une explosion massive se produit. Après que la poussière retombe, nous voyons une scène de destruction avec une traînée d'énergie sombre dans le ciel. La conscience de l'ennemi admet qu'elle l'a sous-estimé, et le protagoniste se demande si c'est sa fin.
Agenouillé et blessé, le guerrier se lame pouvoir sauver personne et que tous les démons n'ont pas été anéantis. Avec un regard triste et vaincu, notre jeune homme semble accepter son sort solitaire. Juste à ce moment-là, une figure géante et mystérieuse apparaît et dit que ce qui s'est passé est dommage. Avec cela, la scène change et nous voyons que 5 ans se sont écoulés depuis la grande bataille finale dans une forêt sombre. Quelqu'un commente que cela fait 5 ans que le rat patron les a quittés. Une autre voix le traite d'idiot et demande s'il ne sait pas ce qu'ils font ce soir. Un monstre dit que tout ce qu'il sait, c'est qu'il devait amener 4 filles humaines et un démon à cet endroit. Il explique que le mémorial de cette année garantira que la nouvelle génération n'oubliera jamais le sacrifice de son créateur. Avec cela, le monstre annonce le début du rituel et dit qu'il va commencer par les 4 offrandes humaines. Dans un mouvement rapide, il attaque les filles. Voyant cela, les autres démons avancent pour se repaître de ce qui reste des offrandes. Il se tourne ensuite et dit que maintenant il versera du sang de démons pour honorer leur ancien empereur. Ensuite, nous voyons que l'offrande finale est notre protagoniste qui est suspendu et grièvement blessé. Lentement, il ouvre les yeux et se demande confus où il est et comment il a fini à cet endroit. Il ne comprend pas comment il est en vie, car il se souvenait avoir péri dans la bataille. Mais le monstre insecte lui donne un coup de pied et hurle à la poubelle de ne pas bouger, le laissant stupéfait. Il continue, disant que le prisonnier est le démon le plus faible et ne mérite même pas un nom. Choqué, notre jeune homme se demande s'il est devenu un démon et remarque que ses yeux sont maintenant verts. L'insecte dit alors qu'être un sacrifice ici est le plus en grand honneur qu'il puisse avoir dans sa vie. Cela dit, le bourreau lève sa lame, se préparant à porter le coup final à notre héros. Avec un mouvement rapide, l'arme du monstre descend à grande vitesse vers le jeune homme. Mais à la surprise de la créature verte, sa lame n'atteint pas la cible et quelque chose d'inattendu se produit. Le monstre insecte devient furieux contre le jeune homme, et lui crie d'arrêter de se tortiller parce qu'il a tout gâché. Notre gars se libère alors des vignes qui le retenaient, tombant au sol et échappant à l'attaque. La créature verte est choquée par la scène et se demande si le prisonnier a fait ça exprès. Avec un regard intimidant, le protagoniste demande si le démon métis ne peut pas le reconnaître. Voyant ses yeux, l'insecte se met à transpirer à grosses gouttes et balbutie, incapable de prononcer un seul mot. Un souvenir lui traverse l'esprit, et il crie le nom du protagoniste dans une panique totale. Il se souvient alors d'une vieille bataille en mer où il servait dans l'armée des démons. À l'époque, il n'était qu'une recrue et avait été envoyé ramer avec les autres monstres sur le navire. Un de ses supérieurs lui a dit de s'y mettre à fond, car les 4 seigneurs surveillaient tout. En l'an mars 2012, le clan Lin a utilisé le pouvoir des dieux de la mer, et a lancé une attaque surprise. L'assaut a été si rapide qu'un seul humain est arrivé à temps pour arrêter l'énorme flotte. Seul sur un petit radeau, cet homme s'est préparé à affronter une armée entière de démons. C'était le protagoniste Glon, le tueur de démons de la ville de Bellu, l'un des plus grands héros de l'humanité. Pendant ce temps, de l'autre côté, le roi démon s'apprêtait à donner l'ordre d'attaquer ses trous. Mais la seule chose dont l'insecte se souvient de ce jour-là, c'est que tous ses alliés ont péri. Là, et créature se souvient que tous ses camarades ont été éliminés lors de cette terrible confrontation en mer. Il se rappelle qu'à l'exception du seigneur Shu, tous les autres démons ont trouvé la mort ce jour-là. Au milieu de la destruction, plusieurs rois démons ont été anéantis, et un seul d'entre eux a survécu. Même couvert de sang, le regard et du héros montrait une détermination comme s'il rassemblait son aura. Au milieu de la pluie et des éclairs, le guerrier se tenait ferme et imposant devant ses ennemis. De retour dans le présent, le visage du monstre insecte montre une terreur pure lorsqu'il fait face à notre jeune homme. Il explique alors qu'avec le bon angle, il est facile de détruire le point faible des démons crustacés. Notre gars réalise qu'il a été ressuscité, mais sa capacité a été remise à niveau 1. Voyant cela, les autres démons crient de le charger tous en même temps pour attaquer. Avec seulement quelques mouvements, il anéantit 9 démons et un chiffre romain apparaît sur son corps. Il dit que les serviteurs étaient faibles et qu'il n'est devenu qu'un peu plus fort avec sa capacité. Un autre monstre, observant à distance et terrifié par la force montrée par le jeune homme. Voyant qu'il n'a aucune chance, la créature bizarre essaie de fuir cet endroit aussi vite que possible. Mais le protagoniste utilise la lame de l'insecte et épingle le mille patant sa fuite. Alors que la créature roule de douleur, notre jeune homme s'approche et saisit une de ses jambes avec sa main. Après le combat, il va vers les corps des filles et les recouvre d'un tissu pour leur donner un peu de dignité. Même dans un nouveau corps et avec une nouvelle vie, sa détermination en tant que héros de l'humanité n'a pas changé. Il essaie ensuite d'utiliser un sort de guérison pour tester ses pouvoirs et une lumière
Un verre apparaît dans sa main. Mais soudain, 3 serpents jaillissent de son bras et il se demande pourquoi sa main est devenue ainsi. Sa main se transforme en une griffe reptilienne et il crie son refus, incapable de croire ce qu'il voit. Il regarde le corps d'un des démons au sol et la dure réalité commence à peser sur son esprit. Désespéré, le jeune homme tombe à genoux alors que des pointes commencent à pousser de son dos. Il comprend. Finalement qu'il n'a pas été ressuscité mais réincarné dans le corps d'un démon. Avec sa main sur son visage, il ne peut pas accepter qu'il soit devenu une partie de cette race honteuse qu'il déteste tant. Il se souvient à quel point il méprisait cette race inférieure, et maintenant, il est l'un d'eux. Avec un cri de rage, il dit que la seule valeur des démons est d'être éliminé par lui. Après son explosion, il se calme un peu mais l'expression sur son visage reste sombre. Le goût dans sa bouche est amer et il crache sur le sol avec dégoût de lui-même et de sa nouvelle forme. Mille pattes le menace disant qu'il va le tourmenter et le faire hurler de douleur comme un humain. Il ignore les menaces. Et dit qu'il ne sait pas pourquoi il a fini comme ça. Mais il comprend les conséquences. Le monstre se demande pourquoi le lâche d'avant est si différent mais décide de lui faire encore plus peur. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, notre héros charge vers l'avant et anéantit le mille pattes d'un seul coup. Avec la lame de l'insecte à la main, il finit sans pitié. Le dernier monstre de cet endroit. Même en tant que démon, il décide qu'il continuera son ancienne mission d'anéantir tous les démons. Avec un sourire terrifiant, il dit qu'il n'a rien à redire car maintenant il peut les chasser de l'intérieur. Il se souvient avoir entendu dire que 5 années sont écoulées depuis qu'il a péri avec l'empereur démon. Maintenant, il décide qu'il est préférable de trouver un endroit où séjourner et ensuite enquêter plus en profondeur sur ce qui s'est passé. En grimpant, il aperçoit le crâne d'un troll géant et reconnaît l'endroit où il se trouve. Il réalise que les démons y ont construit une forteresse et trouve cela très pratique pour eux. La forteresse a été construite sur le squelette du troll de montagne rond, un de ses anciens ennemis. Continuant son chemin, il trouve la grotte où il a séjourné autrefois et confirme que ses souvenirs sont corrects. L'endroit semble sûr et exempt de démons. Alors, il décide de l'utiliser comme cachette temporaire. Pour se réchauffer et se reposer un peu, notre jeune héros décide d'allumer un petit feu de camp. Assis près du feu, il réfléchit à tout ce qui s'est passé et à la façon dont sa vie a changé radicalement. Même avec un nouveau corps, ses yeux portent toujours la même détermination qu'avant la fin de sa vie précédente. Près du feu, il commence à sculpter une petite poupée en bois pour passer le temps. À ce moment-là, un souvenir de ses anciens amis lui vient à l'esprit, et il se souvient des bons moments. Il se rappelle un jour où un de ses amis a dû improviser, et lui a donné une jupe de feuilles. Ses compagnons n'ont pas pu se retenir et ont éclaté de rire à son nouveau look. Notre héros n'était évidemment pas du tout content de la blague et n'était clairement pas amusé. De retour dans le présent, une forte vague de nostalgie le frappe et un regard mélancolique prend le dessus sur son visage. Il finit ensuite de sculpter la petite statue en bois d'un de ses anciens compagnons. Soigneusement, il place la figurine à côté d'autres qu'il avait faites auparavant. Au total, il a fait 5 petites statues, une pour chacun de ses amis disparus. En regardant les figurines, il se souvient de cette époque et de la façon dont les choses étaient différentes. Un autre souvenir refait surface et il se dit qu'il aurait pu faire mieux. Avec une expression sérieuse, il prend ensuite une des petites statues en bois et la mange. Immédiatement après, il jette le reste des poupées dans le feu pour les brûler et les réduire en cendres. Les souvenirs de ses amis s'estompent alors que le feu consume lentement le bois. Puisqu'il est un démon maintenant, il décide de l'utiliser à son avantage et de les détruire de l'intérieur. Soudain, un violent mal de tête le frappe et il commence à recevoir les souvenirs du corps du démon. Il voit que l'ancien propriétaire était un démon faible au sang de serpent qui se faisait toujours battre par les autres. Dans les souvenirs, le démon travaillait comme serviteur sur la montagne ronde et notre héros se demande s'il était fermier. Un autre souvenir montre un professeur démon donnant une leçon sur les affaires mondiales à d'autres monstres. Un des étudiants se plaint de la classe, et nous voyons que l'ancien propriétaire du corps était utilisé comme repose-pied pour un démon. Il se souvient que les démons étaient des outils de guerre, créés par l'empereur assoiffé de sang. Mais en seulement 5 ans, ils ont développé une civilisation et se sont installés dans ces terres. Avec toutes ces nouvelles informations, notre héros quitte enfin la grotte pour explorer le monde extérieur. En regardant l'horizon, il regrette de ne pas avoir été assez fort pour tout résoudre dans le passé. Alors, il jure que dans cette vie, il deviendra plus fort que jamais pour anéantir tous les démons. En utilisant les souvenirs des démons, il trouve une carte indiquant l'emplacement du terrain d'entraînement d'eux. C'était le terrain
d'entraînement numéro 2 de Ronde Munin, un endroit rempli de recrues démoniaques. Un instructeur rouge crie sur les recrues disant qu'il ne veut pas répéter la leçon sur le continent sans âme. En observant la scène, notre jeune homme comprend enfin la situation actuelle et ce qui s'est passé ces dernières années. Après la disparition de l'empereur, les démons dirigés par Shu ont continué la guerre contre les humains. L'instructeur annonce que le sujet du cours est marque de talent et nettoie la carte avec une recrue. Il explique que les marques sont des capacités innées et que chaque démon n'est avec une. Contrairement aux humains. Pour utiliser cette capacité, les humains et les démons doivent consommer une énergie interne. La force de cette puissance est indiquée par des symboles allant d'une à 6 marques, la première étant la plus faible. Le démon rouge se vante d'être un guerrier à 2 marques et libère son aura jaune. Notre héros réalise qu'il n'a plus qu'une seule marque maintenant et qu'il doit tester ses nouvelles capacités. L'instructeur continue en disant que la deuxième marque est une étape importante car elle réveille la technique ultime de l'utilisateur. Soudain, les autres démons s'écartent pour laisser passer quelqu'un d'important à travers la foule. Un démon blond bouscule notre type et lui dit avec arrogance de se pousser. C'était là. Recrue de génie du camp, un puissant démon avec plusieurs casques de chevalier comme trophée. Il dit qu'il n'a pas besoin d'un marchepied et demande qui a laissé entrer ce serviteur inutile ici. L'instructeur dit au génie de se taire et dit que l'entraînement pratique est sur le point de commencer. Il explique qu'au combat, la puissance et le type de la marque ne décident pas complètement de la victoire. Tirant une bâche, il révèle une créature géante et dit que la tactique et l'adaptation sont également vitales. Avec un sourire excité, le démon blond dit que finalement, quelque chose d'amusant va se passer. L'instructeur révèle que la créature a été créée par l'ancien empereur et que, maintenant il n'en reste plus qu'une. Il dit que c'est un démon hurlant très fort et que le corps de la bête n'a qu'un seul point faible. Notre héros regarde tout de loin et semble trouver toute la situation assez ennuyeuse. Il pense qu'il n'y a rien d'utile pour lui ici et décide qu'il est temps de quitter cet endroit. Il regrette de ne pas pouvoir anéantir les démons pour monter de niveau, et décide de ne pas attirer l'attention. Soudain, l'œil de la créature géante brille d'un rouge intense et elle se prépare à attaquer. La bête se libère alors facilement de ses chaînes et charge furieusement sur les recrues. L'instructeur rouge essaie de retenir le monstre avec la chaîne, crie à la créature de rester en place. Il se vante que même si la bête a 3 marques, son point faible est entre ses mains. Mais à la surprise du démon rouge, la créature laisse échapper un sourire terrifiant et moqueur. La bête dit alors que la nouvelle génération de démons est pathétique, laissant l'instructeur sous le choc. Elle révèle qu'elle a fait semblant pendant des semaines pour mener à bien la mission de son maître et maintenant elle va tous les anéantir. Le corps du monstre commence à se fissurer, et une énergie sombre s'en libère. En un clin d'œil, la créature se jette en avant et anéantit l'instructeur démoniaque d'un seul coup. Toutes les autres recrues, y compris le génie blond, sont complètement terrifiées par la scène, lance une attaque dévastatrice contre les racines, anéantissant plusieurs démons à la fois. Le génie blond est choqué par la force du monstre et décide de courir pour ne pas avoir à utiliser son arme secrète. Alors qu'il essaie de s'échapper, il heurte notre protagoniste qui bloque intentionnellement son chemin. Allongé sur le sol, le démon arrogant hurle furieusement, demandant pourquoi le bâtard se met en travers de son chemin. Avec un regard calme, notre jeune homme essuie simplement du sang de son armure, ignorant l'agitation. Au milieu du chaos, la créature géante remarque que l'une des recrues est restée en arrière, et le regarde intensément. Avec un sourire, la bête le nargue, lui demandant s'il peut s'échapper alors qu'elle élimine d'autres démons. Voyant qu'il n'a pas d'issue, le blond se prépare à utiliser son arme secrète en dernier recours. Le monstre lance alors une attaque puissante et sombre directement sur notre héros. De norme. Griffe sombre avance à grande vitesse, prêt à écraser le jeune démon. Mais au lieu de courir, le protagoniste fait face à l'attaque de front, alors que ses yeux brillent intensément. La bête est surprise et se demande ce qui se passe et d'où vient cet étrange aura. Elle ne comprend pas pourquoi le faible ne la craint pas et se demande s'il connaît sa véritable faiblesse. Mais elle rejette l'idée car ses 9 parents ont péri il y a des années et une recrue ne les aurait jamais vus. Avec un coup de pied puissant sur le sol, notre jeune homme se prépare à montrer au monstre ce qu'est la vraie puissance. La bête se convainc et que ce n'est qu'un jeu de la part du jeune démon. Debout au milieu de la destruction, notre héros affronte le monstre avec une présence écrasante. Avec un regard noir, il avertit que si la créature fait un pas de plus, elle connaîtra sa fin. La créature décide de devenir sérieuse, se préparant à montrer son autorité.
Avec cela, il libère une puissance primale et se jette en avant avec une attaque dévastatrice contre notre type. Mais notre héros reste debout sans une seule égratignure, tandis que le démon blond est hors de combat. Derrière lui, le monstre fait un mouvement rapide. Fuyant à toute vitesse, le monstre pense que le combat est trop risqué et décide qu'il vaut mieux s'enfuir. Tout le monde est choqué de voir le démon massif s'enfuir et le génie blanc n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir. Ensuite, notre héros tend la main au démon au sol pour l'aider à se relever. Le démon blond le regarde avec une expression de totale confusion, ne comprenant pas ce qui se. Il pense que le MC essaie de se rapprocher et dit qu'il est un génie à deux sauts alors que l'autre n'est qu'un serviteur. Avec un regard dédaigneux, le génie arrogant dit qu'il ne tombera pas dans le petit tour idiot de notre héros. À ce moment-là, notre type arrache simplement un morceau des vêtements du démon blond, le laissant stupéfait. Il utilise ensuite le morceau de tissu pour essuyer le sang de sa main avec un calme étrange. Le blondinet devient absolument furieux de son attitude et le traite de sale fermier. Bientôt, les autres recrues s'approchent et demandent comment il a réussi à effrayer le démon hurlant. L'un d'eux exige une réponse et notre héros explique qu'il a lu que la créature ne peut pas voir les objets immobiles. Les démons croient le mensonge et l'un d'eux dit que le livre a été écrit par le tueur de démons Garant. Avec un sourire narquois, notre héros révèle qu'il mentait et que les démons hurlent ont en fait une excellente vision. Le démon blond s'énerve et accuse le novice d'être arrogant juste parce qu'il a lu quelques livres. L'un des hommes de main demande si leur patron va bien et il fait comme si de rien n'était, disant qu'il est juste fatigué. Ensuite, le génie ordonne à ses 5 disciples de suivre le MC et de l'éliminer de la manière la plus humiliante possible. Les 5 démons acceptent la mission avec des sourires malicieux, prêts à traquer. Ils le suivent jusqu'à un endroit isolé et disent qu'ils l'ont suivi assez longtemps et qu'il est temps de passer à l'action. Sur ce, les 5 vomergent du brouillard et l'un d'eux dit que personne n'interférera avec leur combat. Les monstres se dispersent dans le brouillard encerclant notre protagoniste afin qu'il n'ait aucun moyen de s'échapper. Il commente que son venin est faible et qu'une morsure au plus ne fera que piquer un peu. Alors, les démons décident de se séparer pour le trouver au milieu de toute cette fumée. Soudain, l'un des voyous hurle de douleur, disant que le serpent du Serra lui a mordu l'estomac. Son corps succombe alors au venin et il explose en 1000 morceaux. Le ver se répand dans la zone et commence à affecter les autres monstres également. Sur ce, 2 démons hurlent de désespoir, disant qu'il y a du poison dans la fumée et que leurs yeux brûlent. La silhouette de notre jeune homme apparaît au milieu de la fumée toxique alors que le démon hurle d'agonie. Il dit qu'il va utiliser ses 5 sales trucs pour tester les applications de son sceau de talent. Sa lignée de serpents anciens lui donne une vision thermique et il explique comment il peut maintenant voir dans le noir. De plus, en concentrant la puissance dans ses bras, il peut créer des serpents pour attaquer ses ennemis. Les démons se demandent ce qui est arrivé à leurs amis. Et notre perso principal réfléchit à sa nouvelle flexibilité tactique. Soudain, le chef des démons pousse un puissant hurlement se préparant au combat. À ce moment, notre héros émerge enfin de la fumée. Le démon rouge le nargue, disant qu'il n'est rien sans le brouillard, tandis que son frère le menace. Alors, le monstre charge à grande vitesse, prêt à porter un coup dévastateur. Il fait claquer son brasame pour une attaque puissante qui tranche l'air. Le démon poursuit son mouvement avec une expression furieuse, prêt à achever notre gars une fois pour toutes. En regardant la scène, l'autre monstre est impressionné par la puissance déployée par son frère. Mais notre protagoniste reste calme, analysant chaque mouvement de l'ennemi avec ses yeux. Le coup du monstre approche rapidement, semblant impossible à esquiver ou à contrer. À la surprise générale, le perso principal esquive l'attaque et assène un coup brutal au démon. Le démon survivant est complètement paralysé de peur par ce qui vient de se passer. Voyant qu'il n'a aucune chance, la créature se rend et implore pour sa vie, blâme le blondin pour les ordres. Mais notre protagoniste ne semble pas le moins du monde convaincu par son excuse. Bidon. Désespéré, le monstre propose de le conduire à la grotte secrète du blondinet qui doit contenir de précieux trésors. Le perso principal pense qu'il peut utiliser les trésors pour évoluer et décide que cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Alors, les deux marchent à travers une forêt, et le monstre annonce qu'ils sont presque arrivés. Atteignant le bord d'une falaise, la créature pointe vers une grotte cachée derrière la cascade. Mais avant que le monstre ne s'en rende compte, notre héros l'attrape par derrière, plongeant la créature dans la panique. Le perso principal l'utilise comme bouclier humain, et le jette directement dans un piège à flèches. Le chemin étant libre, notre jeune homme remercie la créature d'avoir désamorcé le piège pour lui.
La grotte est une fosse profonde remplie de flèches avec un petit coffre qui attend à la fin. Pendant ce temps, à la forteresse de la montagne, un démon se prépare à faire un rapport. Il informe son chef qu'un démon hurlant a été effrayé par un simple serviteur serpent. Le chef du territoire, nommé Broyeur d'os, entend le rapport et trouve tout cela très intéressant. De retour dans la grotte, notre héros ramasse le coffre et se demande pourquoi c'est la seule boîte là-bas. À l'intérieur de la boîte, il trouve une petite bourse. Mais une voix lui crie de laisser tomber l'objet. Soudain, le génie blond apparaît dans une attaque rapide et parvient à arracher la bourse des mains de notre jeune homme. Furieux, le démon arrogant lui crie dessus, lui demandant comment il ose toucher à ces précieuses choses. Le démon furieux lance un coup de pied dans la direction de notre jeune homme. Notre héros esquive l'attaque du blondinet qui tombe alors au sol, criant que sa jambe a été blessée dans l'attaque. Le génie blond est choqué et se demande pourquoi il est si différent d'avant. Il se rend compte qu'il ne peut pas se battre de front, et qu'il doit se replier pour que sa jambe puisse guérir. Il décide donc de reculer et s'envole à grande vitesse pour échapper au combat. On voit le blondinet fuir à toute vitesse. Debout sous la cascade, notre jeune homme note que c'était un autre démon de type aviaire. Seul dans la grotte, il semble pensif, réfléchissant à ce qui vient de se passer là-bas. À ce moment, un sombre souvenir d'autres démons aviaires refait surface dans son esprit. On voit les pieds de notre héros alors qu'il décide qu'il doit poursuivre le blondinet. Il court alors à grande vitesse dans le tunnel vers le démon blond. Avec un regard de rage, il se prépare à éliminer le démon. Hurlant, notre héros dit que les démons aviaires méritent d'être éliminés plus que tout. Il rattrape le démon blond en plein vol et l'attaque avec un coup de poing puissant. Avec l'impact, les deux commencent à dégringoler à grande vitesse vers le lac. Même en chute libre, notre jeune homme assène un coup de poing dévastateur, en plein visage de l'ennemi. Le blondinet utilise alors ses griffes pour porter un coup brutal au perso principal. Mais il finit par lui donner un coup de pied, l'envoyant voler dans l'eau. Notre héros atterrit alors doucement sur le lac, comme si de rien n'était. Le blondinet le nargue, disant qu'il n'a pas eu de chance de tomber dans le lac de Bill. Soudain, quelque chose commence à bouger sous la surface de l'eau, se rapprochant. Sur ce, plusieurs créatures étranges émergent du fond du lac et encerclent notre jeune homme. Les créatures l'attrapent de tous les côtés, mais il ne semble pas le moins du monde inquiet. Le blondinet explique que ces insectes le dévoreront, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il révèle que le lac a été formé par la bile d'un clan de démons très puissants. Tiré vers le bas, il mord l'une des créatures de toutes ses forces. Avec cela, il commence à absorber l'énergie de la créature, pour augmenter sa propre puissance. Il se libère des créatures avec une explosion de puissance, laissant tout autour de lui détruit. Le blondinet est surpris par sa force mais reprend rapidement ses esprits. Il dit que même si le protagoniste est fort, il ne pourra jamais éliminer tous les insectes. Puis notre jeune homme lance une attaque avec sa main et plusieurs serpents d'énergie jaillissent vers le blondinet. Les serpents d'énergie jaillissent de l'eau et attaquent le démon dans les airs à grande vitesse. Il esquive et tranche les serpents avec ses ailes, se moquant de la vitesse d'attaque. Il continue de narguer, disant qu'à cette vitesse, notre héros aurait de la chance de transporter du fumier. Le démon continue d'esquiver et de couper les serpents d'énergie qui, il apparaissent sans cesse, disant que nos serpents de jeune homme sont trop lents et sont au mieux bons pour labourer le blondinet avertit qu'il sera lentement usé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et le trait de sale fermier. Soudain, tous les insectes du lac se rassemblent, formant une boule géante et bizarre. Les serpents d'énergie fusionnent avec la boule d'insectes, créant une créature bizarre. La créature bizarre s'envole dans le ciel à grande vitesse, surprenant le démon blanc. Avec un regard déterminé, notre héros prépare son attaque finale pour mettre fin au combat. La créature de serpent et d'insectes charge à grande vitesse vers le démon blond. La créature bizarre frappe le démon de plein fouet avec une attaque rapide, choqué par la vitesse, et se demande comment l'attaquer, devenu si rapide tout d'un coup. Avec cela, seuls les restes des insectes anéantis restent dans le lac. Il dit que les insectes ne l'ont fait passer que le deuxième saut, mais c'est suffisant pour s'occuper de l'oiseau. Sourire glaçant. Il menace le blondinet, disant qu'au prochain clignement, il lui ouvrira le crâne. Le démon le traite de fou pour avoir dit de telles absurdités et saisit un arc pour se défendre. Ensuite, notre jeune homme avance à une vitesse incroyable, laissant l'ennemi complètement surpris. Le blondin crie de ne pas être sous-estimé et charge une flèche d'une puissante énergie violette. Il révèle qu'il s'agit de la flèche magique de Lorchou et que le destin l'a gardée pour ce moment précis. Il tire la flèche, libérant une explosion d'énergie vers notre héros. Le blondinet semble
confiant que son attaque finale atteindra sa cible. Mais à sa grande surprise, notre protagoniste arrête simplement la flèche avec sa main nue. Des serpents d'énergie émergent de son corps et le blondinet ne comprend pas ce qui se passe. Les serpents enveloppent ensuite notre jeune homme et la flèche magique dans une scène complètement bizarre. Ils forment un cocon autour de lui et retombent dans l'eau. Lentement, la main de notre jeune homme émerge de l'eau, entourée d'une mystérieuse énergie violette. Le blondinet regarde depuis le rivage confus, se demandant si sa flèche mortelle a réussi à le finir. Soudain, un démon aux cheveux roses apparaît et accourt, inquiet, demandant si son frère va bien. Elle dit qu'elle a suivi la traînée de plumes et il la rassure, disant qu'il vient de s'occuper d'un petit voleur. Il regarde ensuite la bourse dans sa main. Sur ce, le démon révèle que le trésor sert à soigner ses yeux, et qu'il le protégera de sa vie. Dans l'eau, le cocon de serpent absorbe la flèche, et le blondinet se souvient que l'arme n'avait pas ce pouvoir. Notre jeune homme est confus et ne comprend pas pourquoi son corps se transforme de cette façon. Son œil brille alors qu'un des serpents s'approche de lui comme s'ils étaient connectés. Ensuite, une lumière blanche très brillante prend le dessus sur tout, et une silhouette apparaît au milieu de la lueur. Son œil se transforme en gagnant un symbole de l'infini, et un pouvoir complètement nouveau. Le symbole se révèle être un serpent en forme de hache, indiquant une évolution complète. Avec un nouveau look aux cheveux blancs, il comprend enfin ce qui est arrivé à son corps. L'énergie de la flèche violette est complètement absorbée par sa nouvelle forme. Il se fit catiter. Rend compte que son éveil a été déclenché par la flèche et se traite de serpent avide. Avec l'ancienne lignée, il éveille un impressionnant pouvoir d'annihilation. Ce pouvoir s'appelle une nue de serpent et montre tout son potentiel destructeur. Une explosion d'énergie violette et blanche consume le corps de notre jeune homme dans une transformation épique. Sur le rivage, les deux démons pensent qu'il a coulé et que le combat est enfin terminé. Le blondinet essuie le sang de son visage et dit qu'ils peuvent maintenant se détendre. Mais soudain, le ciel s'assombrit et la foudre commence à frapper, changeant toute l'atmosphère. Une forte pluie commence à tomber, et les deux frères et sœurs regardent le ciel complètement confus. Des éclairs violets font s'ézèbre le ciel créant une scène terrifiante. Le blondinet le reconnaît comme du tonnerre noir et est complètement stupéfait. L'eau du lac commence à bouillonner et à briller d'une lumière violette intense. Une énorme explosion d'énergie jaillit du fond du lac, illuminant tout autour. L'onde de choc de l'explosion fait presque tomber les deux démons qui se protègent. Le blondinet dit que quelque chose a sauté de la foudre et sa sœur demande ce que c'est et où c'est. Elle pointe le milieu du lac avec un regard de peur sur son visage. Au milieu du lac, une statue émerge avec notre héros au sommet, sous une nouvelle forme et avec un nouveau pouvoir. Le démon blond n'en croit pas ses yeux et est totalement choqué. Notre héros apparaît en mode berserk, maintenant avec des cheveux blancs et une aura imposante. Les deux frères et sœurs regardent sa nouvelle forme avec crainte et se préparent au pire. Notre jeune homme révèle sa nouvelle forme, appelée Tonnerre féroce. Il avoue son erreur d'avoir été trompé auparavant. Mais maintenant tout sera différent. Le blondinet n'accepte pas la défaite et charge furieusement en avant, lui criant de ne pas devenir prétentieux. Il vole à grande vitesse vers notre héros, mais le MC lance une attaque violette. L'attaque frappe le démon de plein fouet, le faisant tomber vers le lac. Il hurle de rage d'avoir été trompé une fois de plus par notre jeune homme. L'attaque détruit l'aile du blondinet, le laissant vulnérable et incapable de voler. Le protagoniste dit que le niveau de puissance du blondinet n'est pas suffisant pour tester ses nouvelles capacités. Avec une dernière attaque énergétique, il précipite le démon avec force dans l'eau. Sa sœur regarde tout avec désespoir et crie le nom de son frère en panique. Elle court vers le lac sous la pluie, essayant de retrouver son frère disparu. Le blondinet s'enfonce dans l'eau en termes simples, disant que s'il était seulement plus fort, les choses seraient différentes. Il sait qu'après son départ, le protagoniste n'épargnera certainement pas sa sœur. Avec un rugissement de fureur, il libère une explosion d'énergie pour se sauver. Notre jeune homme regarde la scène avec un sourire narquis sans avoir l'air surpris. Le blondinet révèle sa nouvelle forme, appelée costume de plume de colombe avec une aura jaune. Sa sœur est émue de voir qu'il a enfin éveillé son autorité. Les larmes aux yeux. Elle dit qu'elle ne le laissera plus se battre seul. Elle utilise ensuite son œil démoniaque dominant pour invoquer une bête géante et sombre. Les deux frères et sœurs crient ensemble, préparant une attaque combinée qui lance une attaque appelée la flèche du ciel, tombant vers notre héros. Mais notre jeune homme se prépare à riposter avec toute sa puissance nouvellement éveillé. Il concentre son énergie violette et lance un faisceau dévastateur contre leur attaque. Deux attaques se heurtent,
créant une explosion d'énergie jaune et violette. Notre héros charge au milieu de l'explosion, prêt à mettre fin au combat une fois pour toutes. Il assène un puissant coup de poing au blondinet qui n'a aucune chance de se défendre. L'impact du coup est si fort que le blondinet est projeté au loin. La bête, invoquée, tente de dévorer notre héros, mais il ne laisse pas prendre le dessus sur lui. Il se retourne dans les airs, lance une attaque d'énergie violette sur la créature. Avec une morsure de vipère, il détruit la bête d'un seul coup. Après l'explosion, notre jeune homme atterrit sur l'eau. Le blondinet y voit sa chance d'attaquer pendant qu'il est distrait. Avec une attaque sournoise, il utilise les corps d'insectes comme couverture et avance. Mais notre héros se défend contre l'attaque avec une barrière d'énergie violette. La sœur de la blonde utilise son regard de renforcement pour intensifier son attaque. La bête qu'elle a invoquée se prépare également à attaquer de toutes ses forces. Elle déchaîne une tempête de nuages tissés, une attaque puissante et dévastatrice. La blonde pense que le protagoniste ne peut pas bloquer l'attaque et avance avec confiance. Mais notre jeune homme libère une explosion d'énergie et dit de ne pas le sous-estimer. Il utilise la tempête abyssale, une attaque qui prive l'ennemi de ses sens. Sur ce, la blonde tomba. L'eau vaincue et sa sœur courent pour l'aider. Il lui tend la bourse et lui dit de courir, mais elle refuse de l'abandonner. Il lui tend désespérément la bourse Dieu, la suppliant de s'enfuir. Notre jeune homme s'approche. Et la blonde implore qu'on lui rende le sac avec les yeux. Dans le sac, plusieurs yeux humains sont révélés et la blonde continue de supplier. Notre héros explique que sa sœur a besoin de manger des yeux humains frais pour ne pas devenir aveugle. Les deux frères et sœurs s'étraient et implorent pitié, disant qu'ils ne veulent plus les yeux. Le MC se détourne et dit qu'il va poser une question alors que la pluie cesse. Il demande si les gens à qui on a arraché les yeux ont aussi imploré pitié. Les deux frères et sœurs sont laissés sans voix par sa question et ils savent pas quoi dire. Avec un regard froid, il exige une réponse par oui ou par non sans tourner autour du pot. Se regarde tristement et la sœur dit qu'elle a oublié. Elle baisse les yeux avec une expression vide comme si elle se fichait des victimes. Notre héros réfléchit que les démons n'ont pas changé du tout même avec leur nouvelle civilisation. Assis sur le rivage, il pense qu'ils sont juste passés de faire du mal pour le plaisir à faire du mal pour le profit. Il mord dans une pomme et conclut qu'il traite la vie comme quelque chose sans valeur. Avec sa nouvelle forme, il dit que son plus grand gain a été la forme du tonnerre féroce. Il explique que cette forme consomme une tonne d'énergie, donc il ne peut pas l'utiliser quand il veut. Un démon appelle son patron pour qu'il vienne voir les corps et dit que leur disparition n'avait rien à voir avec le temps. Il révèle que les têtes des frères et sœurs ont été arrachées par un éclair d'une manière rapide et violente. La patronne concasseur d'os arrive et dit qu'il semble qu'un invité indésirable a envahi son territoire. Pendant ce temps, quelqu'un se cache dans la forêt, observant la scène de loin. La chef avertit qu'elle enquêtera personnellement sur toute fin mystérieuse de nouveaux talents. Avec une sur l'épaule, notre jeune homme marche à travers la forêt comme s'il était un simple fermier. Concasseur d'os le voit et s'approche de lui avec un regard suspicieux. Elle demande qu'il est, et ce qu'il fait là, et il répond qu'il cherche des bats sauvages. La patronne se souvient alors de lui comme de l'esclave de la ferme qui a effrayé le démon hurlant. Elle le repousse en disant qu'elle a des choses plus importantes à gérer en ce moment. Le démon lui marche dessus et le menace, lui disant de trouver de bonnes bas pour et sa tarte. Il tombe au sol sous son pied, ayant l'air complètement impuissant et soumis. Elle se penche près de lui avec un sourire séduisant et le menace. Avec un regard sérieux, notre héros pense à sa brève rencontre avec la commandante. Et c'est laquais. Il réalise que cette confrontation rapide a suffi à tester le pouvoir de son sceau. Alors maintenant, il se considère comme un démon de type vitesse, ce qui lui donne un avantage contre les types puissance. Les amants, n'étant pas capables de retirer le 4 sceau d'Amonus, c'est Monus car sa capacité aurait énormément progressé. Mais le problème n'est pas seulement l'avantage de type, c'est l'énorme écart de puissance brute entre eux. Malgré tout, le MC ne peut pas supprimer l'envie intense de la traquer et de terminer le travail. Avec une lueur dans les yeux, il décide que la chasse au pouvoir et la vengeance commencent maintenant. Pendant ce temps, la commandante des démons lit un livre enquêtant sur la récente série de décès. Elle analyse les informations et découvre que les marques sur les corps n'ont pas été faites par l'électricité. Alors qu'elle poursuit ses recherches, elle cherche une capacité, appelée « montagne de cadavres ». Cependant, elle exclut une autre possibilité et semble être dans une impasse avec ce mystère. Du haut d'une falaise, notre héros décide qu'il doit devenir plus fort pour une attaque surprise. Juste à ce moment-là, un petit démon aperçoit deux monstres en train de conclure un marché louche avec une charrette. Les contrebandiers se cachent et l'un de dit de ne pas s'inquiéter car l'endroit est
Le petit scarabée va ensuite à un lac et semble se faire croquer par une grenouille. Mais en réalité, le scarabée était contrôlé par notre héros qui l'utilisait comme appât. Il touche la grenouille et pense avoir trouvé un raccourci secret pour monter de niveau facilement. Avec ces nouvelles informations, il arrive à une grotte, avec une énorme porte et un garde devant. Un monstre violet l'arrête et lui demande de voir son laissez-passer pour le marché noir. Notre protagoniste entre dans l'endroit et voit que c'est un marché noir grouillant de toutes sortes de démons différents. Il se déplace rapidement à travers le marché, semblant chercher quelque chose de précis. Il entend d'autres démons se plaindre qu'ils ne peuvent plus acheter comme avant. Un vendeur essaie de lui vendre un matériau rare qui peut rendre ses armes 10 fois plus fortes. Mais notre héros répond qu'il n'a jamais entendu parler d'un forgeron qui pourrait réellement forger ce matériau. Un autre vendeur fait la publicité de cœur fermenté et un client se plaint que c'est de la contrebande. Un démon gromme que la commandante a interdit la vente d'aide il y a 2 ans. En entendant cela, le protagoniste trouve ce comportement louche et soupçonne qu'un complot se paie. Plus loin, un démon rouge annonce qu'il a des ouvriers à vendre et la foule s'emballe. Le vendeur essaie de calmer tout le monde en disant qu'il vendra tout le lot à un prix de liquidation. À ce moment-là, notre héros s'avance et dit qu'il veut acheter tous les prisonniers. Le vendeur s'énerve et demande si notre type a de l'argent, puisqu'il ressemble à un clochard total. Calmement, le MC offre la flèche de tonnet vicieuse comme paiement, laissant le vendeur stupéfait. Le démon dit alors à ses hommes de main d'emmener les prisonniers afin qu'ils puissent avoir une conversation privée. Juste à ce moment-là, l'un des enfants aux yeux bandés trébuche et tombe au sol. En tombant, le petit garçon laisse tomber une petite bourse qu'il serrait fort. Désespéré, le garçon essaie de reprendre la bourse, criant qu'il l'attende. Un monstre lézard se plaint qu'il voulait garder le grassouillet pour s'amuser un peu avec lui tout seul. Le vendeur demande s'il est pressé de vendre l'article parce qu'il a peur de cette commandante démon blonde. Avec un sourire narquois sur son visage, le vendeur semble très satisfait de la négociation. La porte se ferme alors, et les deux sont laissés seuls à l'intérieur de la pièce pour finaliser l'accord. Une énergie violet foncé explose de l'intérieur de la pièce et le démon nu d'agonie. Plusieurs serpents d'énergie attaquent le vendeur qui n'a aucune chance de se défendre. La porte reste fermée mais maintenant un liquide sombre commence à s'infiltrer par-dessous. Lentement, la porte s'ouvre et une lumière vive illumine tout le couloir sombre. Notre héros sort alors de la pièce avec un collier brillant et un regard déterminé. La porte claque, alors derrière lui, révélant le désordre qu'il a laissé derrière lui. À l'intérieur, on voit que notre jeune homme n'a épargné personne et a éliminé tous les démons. Pendant ce temps, à l'extérieur, les voyous emmènent les prisonniers vers un lieu sûr. Le lézard dit alors aux enfants de se taire, mais notre héros apparaît de nulle part et frappe le monstre par derrière avec un coup final. Sur ce, il dit qu'il est maintenant assez fort pour au moins maîtriser un poulet. La petite fille blonde est complètement horrifiée par la scène de violence gratuite. Le corps du démon lézard tombe au sol juste à côté d'elle, éclaboussant, enfin des trucs partout. La jeune fille terrifiée le traite de démon parmi les démons. Il pense à sa compétence passive qui heureusement a une faible chance de s'activer. Le combat terminé, notre jeune homme se tient devant les 2 enfants sauvés. Il rend alors la petite bourse en tissu que le petit garçon avait laissé tomber plus tôt. Le garçon dit merci et reprend la bourse avec un sourire de soulagement et de bonheur. Alors qu'il guide les enfants hors de là, la fille propose de porter la corde pour. Il jette la corde de côté et dit qu'il n'aime pas voir les gens attachés et qu'ils sont libres. Utilisant ses pouvoirs, il guérit les yeux des hommes et ils sont incroyablement reconnaissants de pouvoir enfin revoir. Il commence alors à guérir le petit garçon, mais dit aux adultes de la fermer parce qu'ils n'arrêtaient pas jacasser et de le remercier. Confuse, la fille demande pourquoi il les a sauvés puisqu'il est aussi un démon et il répond parce que j'en avais envie. La petite fille est complètement bouche bée et stupéfaite par la réponse brutale et simple de son mystérieux sauveur. Mais avec son œil brillant, il dit à la petite de se taire parce qu'il est occupé à finir de guérir le garçon. Notre jeune homme fixe alors les humains sauvés, se demandant comment il devrait dire au revoir une fois pour toutes. Sur ce, un silence gênant envahit l'endroit et la petite fille blonde ne sait plus quoi faire jusqu'à ce que soudain, une ampoule s'allume au-dessus de sa tête et elle semble avoir une excellente idée pour briser la glace. Alors la fille se tourne vers tout le monde et dit qu'elle va raconter une blague pour détendre un peu l'atmosphère. Elle commence à raconter une histoire à propos d'une taverne qui offrait une belle réduction sur la 3e boisson pour célébrer un festival. Avec un sourire sur son visage, elle continue en disant qu'un homme a demandé au barman un verre de la 2e boisson. À ce moment-là, les hommes sauvés lui lancent juste des
Regard vide, ne comprenant pas du tout la chute de sa blague. La petite fille prend alors un visage innocent, réalisant que sa tentative d'humour n'a pas vraiment fonctionné. Mais soudain, le son d'un rire étouffé résonne dans la grotte, surprenant tout le monde. Un des hommes montre notre héros du doigt et la petite fille est ravie que quelqu'un ait compris sa blague. Cependant, sorti de nulle part, un serpent d'énergie sombre émerge des pieds de notre protagoniste et se jette en avant. La créature s'enroule alors autour de la petite fille qui hurle de terreur ne comprenant pas ce qui se passe. Le serpent frappe les autres personnes qui crient également de douleur et de panique à cause de l'attaque. Un des hommes tombe au sol sous le choc et crie à l'aide à son sauveur, incapable de croire qu'il a été trahi de la sorte. Assis sur un rocher, notre jeune homme les regarde et dit qu'ils ont été très naïfs de lui faire confiance. L'homme dit que la race démoniaque cache toujours un cœur venimeux et qu'il ne faut jamais leur faire confiance. Avec un sourire narquois, notre héros dit que c'est ce qui arrive quand on lui fait confiance et qu'il devrait se souvenir de cette leçon. Après cela, tous les humains sauvés tombent au sol, apparemment. Il s'envie après l'attaque du poison. Il s'approche alors de la petite fille et lui demande pourquoi elle résiste au poison qu'il a libéré. Mais en pleurant, la fille dit qu'il ne voulait pas les achever et voulait seulement les assommer. Notre jeune homme reste silencieux pendant un moment, une expression sérieuse sur son visage. Là, aux filles dit qu'il voulait juste leur apprendre à ne pas faire confiance aux démons, et il demande ce qui la rend si sûre. Elle hurle alors que c'est parce qu'il est un bon démon et c'est pourquoi elle lui fait entièrement confiance. Ce moment-là, le petit garçon se réveille et demande à son amie ce qu'elle veut faire maintenant. Avec ses yeux brillants, elle dit qu'elle veut le suivre, mais le MC répond qu'il n'a pas besoin de poids mort. Elle se présente alors comme celui-là, une forgeronne, et promet qu'elle ne le gênera pas du tout. Notre héros reconnaît le nom et demande si elle est la petite fille d'un homme nommé Alexius. Surprise, Claire me demande comment il connaît son grand-père, laissant le MC perdu dans ses pensées. Il explique qu'ils sont de vieilles connaissances, qu'il l'a même tenue dans ses bras quand elle n'était qu'un bébé. Sur ce, un souvenir d'une vieille forge lui revient à l'esprit, révélant un peu plus de son passé. Dans les souvenirs, on voit Alexius, le grand-père de Sulla, dire qu'il ne forge pas d'épée pour ceux qui font du mal aux leurs ou aux innocents. Avec un regard sérieux et méfiant, il fixe intensément notre héros de cette époque. Le forgeron dit que le MC pue le sang et que son sceau de talent peut encore le sentir même après toutes ces années. Il dit alors à notre jeune homme de partir, mais le MC révèle que Sœur Dial a envoyé le trouver. Il dit alors qu'il veut l'épée d'acier que le forgeron est en train de forger et le vieil homme demande s'il est avec cette sœur. Notre héros confirme alors juste avec un bref signe de tête. Alexio reste silencieux pendant un moment, une expression sérieuse sur son visage alors qu'il évalue la situation. Il accepte alors de forger l'épée, disant qu'il remboursera une faveur qu'il lui devait avec cette arme. Le vieil homme Alexio montre une petite statue qu'il a reçue de la sœur et dit qu'il prévoit de l'utiliser comme garde pour la lame. Notre jeune homme demande quand il pourra récupérer l'épée, et Alexius lui dit d'être patient car cela prendra quelques jours. Il mentionne alors qu'il doit appeler un érudit pour bénir la naissance de son petit enfant qui est en route. La scène changeait. Nous voyons notre jeune homme agenouillé au milieu d'un paysage froid, désolé et enneigé. En arrière-plan, nous voyons une maison complètement détruite et une épée coincée dans le sol. Alexio apparaît alors tenant un bébé et notre héros s'approche pour demander où est son épée. Le forgeron montre l'arme coincée dans la neige et dit au guerrier d'aller la chercher lui-même. Alexis révèle que le nom sur l'épée est celui-là, le même que celui de sa petite fille. Puis, avec un regard sérieux, notre jeune homme s'enquiert des parents du petit enfant. Alexius lui dit qu'il était parti lorsqu'une horde de démons a envahi et attaqué leur village. Il explique que les créatures ont tout anéanti et tout ce qu'ils ont vu sans pitié. Il demande alors si et la bien-aimée de notre héros ont également péri entre leurs mains. Avec une expression de douleur, le MC confirme que oui, ils sont tous partis à cause de la race démoniaque. Le forgeron tend le bébé aux guerriers et aux profanes qu'elle n'a même jamais eu la chance de recevoir. À sa bénédiction. Notre jeune homme regarde alors la petite Sulla dans ses bras avec un regard déterminé. Il décide de lui donner sa propre bénédiction et souhaite que son nom l'accompagne dans son voyage. Alexius demande s'il doit changer la garde de l'épée alors que des démons s'approchent d'eux. Il suggère que dans l'état actuel de notre héros, il n'a peut-être plus besoin de pitié. Le protagoniste s'interroge sur le sens de la pitié face à l'armée ennemie. Il réfléchit ensuite au fait que guérir les blessés n'est qu'un remède illusoire pour la secte de la pitié. Il se prépare au combat, affrontant la horde de démons avec sa nouvelle épée à la main, jurant qu'il agira avant que les méchants ne puissent lever leur l'anneau avec sa nouvelle épée.
Il charge la horde de démons, promettant de tous les éliminer. Sans pitié. Notre héros déclenche des frappes puissantes et précises et chaque mouvement de sa lame laisse une traînée. Et de destruction. En un clin d'œil, il anéantit plusieurs monstres à la fois, démontrant sa vitesse et sa force. Impressionnante. Il ne montre aucune hésitation dans ses yeux. Sa seule mission est de continuer à se battre. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne debout. Le visage couvert de sang, il jure d'empiler les corps de ses ennemis. Jusqu'à ce qu'ils forment de véritables montagnes. Pour lui, la vraie pitié est de tous les anéantir afin que les innocents n'aient plus jamais à souffrir. Mais dans le présent, la jeune Sula dit que son grand-père lui racontait des histoires à son sujet, mais elle demande pourquoi il ressemble à un démon maintenant. Notre héros esquive la question, disant que c'est une longue histoire et qu'il prend juste très bien soin de lui. Puis il retourne les questions contre elle. Cela croise les bras et déclare qu'elle ne retournera chez son grand-père qu'après avoir forgé l'ultime lame d'anéantissement des démons. Voyant sa détermination, son reflet brille dans son œil alors qu'il la regarde attentivement. Alors, il l'encourage à continuer son dur labeur et elle est totalement excitée, demandant s'il croit vraiment en elle. Avec un regard pensif, le protagoniste dit qu'avoir une passion est une bonne chose, et il en est même un peu jaloux. Ensuite, il écrit une note pour les humains se présentant comme le chevalier vampire, et leur laissant des instructions. Sur ce, il laisse les humains évanouis sur l'herbe afin qu'ils puissent reprendre leur chemin en toute sécurité à leur réveil. À son réveil, l'un des hommes trouve la note écrite avec enthousiasme qu'ils ont été sauvés par le légendaire chevalier vampire. Suivant les instructions, les humains, sauvés s'habillent et commencent leur long voyage vers la liberté. Le petit garçon semble toujours incrédule, demandant si tout ce qui vient de se passer était réellement réel. Pendant ce temps, notre héros retourne à la grotte et dit qu'il s'est occupé de quelques démons. Cela montre ensuite firmement la simple forge qu'elle a construite, elle-même, disant que c'était un jeu d'enfant à assembler. Mais elle déplore que le meilleur matériau se trouve dans une mine occupée. Elle n'a donc aucun moyen de mettre ses vrais talents à profit. Notre protagoniste lui tend un matériau rare et doré, la laissant complètement abasourdi. Il dit qu'il a attrapé le matériau plus tôt et cela le félicite avec enthousiasme, le traitant de maître voleur. Notre héros demande ensuite si elle sait comment forger cet acier et cela se vante, disant qu'elle est l'une des 3 seules personnes au monde capables de le faire. L'expression d'ISS devient sombre lorsqu'il apprend que le 3e forgeron est l'actuel roi démon de la guerre, Agricola. Elle explique que ce roi est le plus fort de l'histoire et qu'il n'y a que 6 armes fabriquées à partir de ce matériau dans le monde entier. Perdu dans ses pensées, il réalise qu'il doit devenir plus fort le plus rapidement possible pour faire face à cette nouvelle menace. Celui-là demande alors où il va, et notre héros répond qu'il va continuer sa chasse pour devenir plus fort. Ailleurs, un démon rapporte à son patron qu'il n'y a pas eu de survivants au marché noir, ce qui la met en rage. Le patron se détend dans une source chaude et leur ordonne de pendre les corps sur la place pour avertir tout le monde. Le laquais demande comment ils sont censés trouver le coupable, mais le patron lui dit juste de se taire et de se remettre au travail immédiatement. Elle le menace ensuite, disant que si le petit déjeuner des esclaves de la ferme est inférieur à la normale, le lendemain, ils ne vivront pas pour en voir un autre. Elle s'enfonce dans l'eau, pensant qu'elle a vraiment envie de sucre de haute qualité. Pendant ce temps, des démons parlent de la situation, et l'un d'eux pense que ce doivent être des bandits d'autres territoires. Notre garçon surprend la conversation et l'un d'eux mentionne que le patron remarquerait un démon de haut niveau à moins qu'il ne soit déguisé. Réalisant que les monstres sont en état d'alerte élevé, sa main brille une énergie verte alors qu'il planifie son prochain mouvement. Près d'un groupe de monstres, il conclut que se faire passer pour un faible est une bien meilleure façon de passer au niveau supérieur. Un couple de démons trouve le corps d'un autre dès lors comment que cela arrive. Beaucoup ces derniers temps. Notre garçon les entend et réfléchit au fait que ce n'est pas lui qui a éliminé ce type, donc quelque chose d'étrange se passe vraiment. Traversant le village, il se demande s'il y a un autre prédateur qui chasse les démons dans cette zone à part lui. Avec ses instincts aiguisés, il s'arrête. Soudainement, sentant qu'il n'est pas seul. Son œil brille intensément alors qu'il concentre son attention pour détecter la présence mystérieuse. Il scannait ensuite le village abandonné, essayant de localiser d'où vient cette étrange sensation. Juste à ce moment-là, il jette un coup d'œil dans une ruelle et remarque une silhouette suspecte se déplaçant dans l'obscurité. Il trouve étrange que quelqu'un suive un simple esclave et ce n'est certainement pas pour apprendre à cultiver le blé. Sur ce, la silhouette mystérieuse sort de l'ombre et notre héros se prépare. En un clin d'œil, la silhouette encapuchonnée se jette en avant, lançant un puissant coup de poing droit sur notre garçon.
Dès que notre garçon esquive, il renvoie un coup de poing à l'ennemi. Mais la défense de l'ennemi est si forte que notre héros se brise sa propre main à l'impact. Il était époustouflé par la puissance défensive de l'ennemi semble complètement impassible face au coup de poing de notre garçon. Alors que l'ennemi le fixe, notre garçon brise rapidement le support en bois qui maintient un bassin d'eau sur le toit d'une maison voisine. L'ennemi voit que l'eau est sur le point de tomber juste au-dessus d'eux. Saisissant l'opportunité, notre héros se précipite vers l'ennemi pour attaquer. L'ennemi est surpris qu'il puisse encore attaquer, après avoir encaissé ce coup. L'ennemi dit qu'il l'a surestimé, et bloque l'attaque de notre garçon. Le protagoniste libère ensuite une énergie violette de sa main, se préparant à un assaut. Soudain, cette énergie jaillit et se dirige vers l'ennemi surpris. La force de l'attaque est si puissante qu'elle anéantit le sol où se tenait l'ennemi. L'explosion d'énergie violette se répand dans tout le village, détruisant tout sur son passage. Il se demande si l'ennemi a résisté au coup, augmentant la densité de la puissance dans son corps. Les deux s'affrontent ensuite au milieu de la destruction, entourés d'or de différentes couleurs. Le manteau de l'ennemi commence à se dissoudre, apparaissant comme s'il était coire. Il fait d'eau. Le manteau fond alors complètement, tombant au sol et se brisant. Sur ce, seuls les restes déchirés du manteau sont laissés sur le sol du village. L'ennemi se révèle et dit qu'elle ne le poursuivra pas, car elle sait qu'elle ne peut pas l'attraper. La méchante pense qu'il est dangereux et se demande si elle devrait l'achever, ou si elle le capture un jour, le transformer en son petit chien de salon. Au loin, notre garçon réfléchit au fait que pour l'instant, il ne peut que la griffer et qu'il aura besoin d'une nouvelle façon de la vaincre pour de bon. Un rideau de fumée apparaît. Une vision de celui-là en danger traverse son esprit l'inquiétant. Dès que sa vision s'éclaircit, il appelle le nom de C. Ah. Pourquoi n'a-t-elle pas construit de cheminée? Celui-là se rend compte que la chaleur devient trop forte et court désespérément vers la forge pour régler le problème. Avec une expression moite et concentrée, elle tient le métal chaud avec une paire de pinces se donnant à fond. Au milieu de la fumée, elle continue son travail à la forge pendant que notre héros la regarde attentivement. Notre garçon demande si l'épée est pour lui. Celui-là répond oui, lui montre la lame finie et dit qu'elle l'a fait à sa taille puisqu'il est encore un peu faible. De retour au présent, classée en forgeant la nouvelle épée pour notre héros et elle dit que c'est son chef d'œuvre. Celui-là dit à notre jeune homme que Gilhomme serait fier du résultat de l'épée. La nouvelle lame à motif ondulé est enfin révélée, brillant d'une intense lumière dorée. Il tient ensuite la nouvelle armélou, le travail de la jeune fille en disant qu'elle a fait un travail formidable avec la forge. Il demande ensuite pour la garde et le pommeau, mais la jeune femme dit qu'elle n'a pas encore les bons matériaux pour ça. Notre héros enroule ensuite un tissu autour de la lame et répond que pour l'instant c'est plus que suffisant. Regardant l'arme nouvellement fabriquée, il demande si la petite Sula lui a déjà donné un nom. Elle dit que puisque l'épée longue s'appelait Q, celle-ci devrait s'appeler Petite Q et il est d'accord. Juste après, on voit à quoi ressemblera l'arme une fois terminée avec une aura verte sinistre qui l'entoure. Il dit que comme on pouvait s'y attendre d'une épée, en acier pleine d'angoisse, son corps a à peine le temps d'attendre pour l'absorber comme une offrande. Mais il contrôle ses instincts et dit que ce n'est pas encore le moment, car il doit attendre que l'épée soit complète avant qu'elle ne puisse évoluer. À ce moment-là, Sua lève son marteau pleine de détermination et dit qu'elle va travailler très dur pour finir l'arme. Demande s'il peut utiliser sa technique d'épée, mais il dit que l'endroit n'est pas assez haut pour ça. Le lendemain matin, Sula dort et bave, complètement KO après une longue journée de travail, jusqu'à ce qu'une délicieuse odeur envahisse l'air et la réveille, alors qu'elle marmonne que l'arôme est incroyable. La bouche grande ouverte, Sula fixe une énorme tarte aux fruits sur la table. Elle demande comment il en sait faire ça et il explique qu'il a appris à l'Académie royale. On le voit ensuite placer un fruit de plus sur le dessus pour décorer le dessert. Notre héros emmène la tarte ailleurs, et deux gardes disent qu'ils vont chercher du vin pour leur chef. Il entre ensuite dans une salle où le commandant du territoire l'attend affalé sur un canapé. Leurs regards se croisent, et il a l'air très sérieux, tandis que la démone sourit malicieusement. Alors qu'il s'approche avec le plateau, le commandant dit que c'est un long plat et demande à voir les marchandises. Elle le félicite ensuite d'être intelligent et de s'être servi à elle sur un plateau d'argent. La démone répète qu'il est très intelligent alors qu'elle se penche pour manger la tarte. Juste à ce moment-là, elle se tourne et crie au garde en bas d'apporter le vin immédiatement. Dans ce moment de distraction, notre héros attaque en utilisant sa forme de tonnet féroce. Le commandant est choqué avec une coupure sur le visage et reconnaît l'épée en acier pleine d'angoisse. Il la menace en disant qu'elle n'aura pas autant de chance avec sa prochaine frappe. Pour ce
Défendre. Le chef invoque un grand bouclier doré appelé l'aigle de l'aube. Notre jeune homme pense que comme il. Imaginez, elle a un saut de talent défensif et veut le tester davantage. Le commandant dit qu'une surprise de ce calibre ne lui plaît pas et se prépare au combat. Notre héros ricane alors en disant que peut-être qu'il n'a pas mis assez de miel dans la tarte pour elle. Sur ce, il charge avec une attaque d'énergie violette qui s'oppose violemment au bouclier doré. L'impact de la collision génère une explosion massive qui détruit tout autour d'eux. Les deux sont enfermés dans une lutte de pouvoir, leurs armes et leurs auras s'affrontant. Le commandant sourit alors, avec confiance, alors qu'elle se prépare à contre-attaquer. Utilisant la pointe de son bouclier, elle lance un coup, appelé la frappe du crépuscule. L'attaque de la démone jaillit et frappe notre héros en plein visage. Le coup, lui, laisse une petite blessure au visage alors qu'il est repoussé. Il contre-attaque alors avec une telle force que l'impact crée une onde de choc. L'impact projette la démone à travers la salle alors qu'elle tient bon avec son bouclier protecteur. Elle pense que notre héros attaque imprudemment et que son pouvoir va bientôt s'épuiser. Notre héros réalise que son épée est plus faible que son bouclier et pense à un nouveau plan d'attaque, une explosion d'énergie violette. Il lance un filet de foudre depuis le sol tandis que le chef regarde. Le commandant se moque de son attaque, la qualifiant de truc bon marché et saute par-dessus le filet de foudre. Il reconnaît la technique qu'elle utilise pour se protéger, une compétence développée par son ancien ami Faye. Mais avec cette réalisation, il devient furieux qu'elle ait volé la technique de son ami et ose se comparer à lui. Le chef démon ne comprend pas sa colère et demande pourquoi il est si énervé à ce sujet. Elle se lance ensuite une fois de plus avec la pointe de son bouclier, préparant un coup perçant. La frappe notre jeune homme de plein fouet, perçant sa poitrine et le blessant gravement. Même blessé, il parvient à reculer alors que son arme se transforme en une lance géante. Commandant ricane, en disant que c'est ridicule pour lui de se laisser distraire au milieu d'une tentative de la vaincre. Soudain, des serpents d'énergie verte apparaissent et s'enroulent autour de la lance du démon. Elle ne comprend pas ce qui se passe et se demande si ce n'est qu'un autre ces trucs bon marché. Juste, à ce moment-là, la nouvelle épée en acier forgé apparaît, brillant intensément de puissance. Le chef est choqué et dit qu'il a eu beaucoup de culot à apporter ça dans leur combat. Avec un regard fou dans ses yeux, le protagoniste dit que l'échauffement est enfin terminé. Il se met ensuite en position avec son épée et déclare que la vraie bataille peut commencer maintenant. On nous raconte une légende ancienne sur la façon dont un héros a affronté un serpent géant pour protéger les trois lunes. La légende dit que même sans sa lance, le héros s'est battu à main nue et s'est sacrifié pour gagner. De retour dans le combat, le commandant libère son aura dorée, se préparant à une attaque puissante, mais elle réalise trop tard qu'elle a commis une erreur fatale en changeant d'arme. Notre héros profite de l'ouverture qu'elle a donnée en passant de la lance au bouclier, et se lance avec un mouvement rapide. Il la perce avec son épée dans une frappe propre. Regard froid, il semble avoir pris le dessus dans le combat. Cependant, la démone sourit et attrape la lame dans son corps en disant « Enfin, je t'ai eu ». À ce moment-là, son bras se transforme en un gantet géant appelé la main armée de Thèbes. Avec sa nouvelle arme, elle prépare un coup de poing dévastateur avec une immense énergie dorée. Il essaie de bloquer le coup, mais la force du gantelet est écrasante et le repousse. L'impact du coup de poing est si fort qu'il crée une onde choc qui brise le sol autour d'eux. Notre héros pense qu'il doit esquiver à tout prix et trouver une chance de guérir. Mais au lieu de courir, il se prépare à attraper le gantelet géant. Il attrape son coup de poing et le chef est surpris qu'il tente une clé articulaire. Notre jeune homme dit alors qu'il est un combattant expérimenté et que ça ne le dérange pas de se battre au sol avec elle. Avec une série de mouvements de grappling, il l'emmène au sol et l'immobilise complètement. Elle le maintient au sol et dit que ses blessures internes doivent le déchirer et qu'il est vraiment coriace. Avec un sourire, le commandant dit qu'il serait dommage de juste l'achever comme ça. La démone presse alors son pied contre le visage de notre héros de toutes ses forces. Elle l'invite alors à travailler pour elle, mais il la regarde avec un regard de haine pure. Il se libère rapidement avec son épée, et le chef prend cela comme sa réponse. Sur ce, la commandante l'attaque avec un coup de poing dévastateur de son gantelet qui atterrit en plein sur lui. Le coup puissant du gantelet géant avance avec une force écrasante contre notre héros. L'impact de la collision crée une explosion massive qui détruit complètement le sol du château. L'attaque est si puissante qu'elle perce le toit de la tour et continue de s'envoler dans le ciel. L'énergie du coup frappe le crâne géant à l'extérieur et le brise en 1000 morceaux. Le combat laisse un trou massif dans la tour qui va de haut en bas, montrant la destruction. Elle dit que sans l'épée, le coup de poing l'aurait réduit en miettes. Mais avec des blessures aussi graves,
la démone refuse de croire qu'il est encore vivant. Cependant, au milieu de l'épave, notre jeune homme utilise un art de guérison pour récupérer. Il atterrit ensuite sur un rocher flottant, et se prépare pour son prochain mouvement. Dans le ciel, une sphère d'énergie violette se forme au-dessus du crâne géant de la montagne. Avec son épée brillante, il se prépare à utiliser sa technique la plus puissante. La commandante reconnaît le mouvement et se demande si c'est la deuxième forme de la technique de l'épée. Sa technique, le tonnet fantôme, frappe le crâne avec une puissance absurde. Furieuse, la chef démon lui crie dessus et prépare une contre-attaque avec son gantelet. Elle rencontre alors son attaque avec son poing qui brille d'or. Les deux puissances entrent en collision dans une explosion d'énergie. La collision est si forte qu'elle engloutit toute la forteresse dans une lumière aveuglante. Mais après la retombée de la poussière, nous voyons que la tour a été gravement endommagée par l'impact. À l'intérieur de la salle en ruine, notre héros émerge de la fumée et des décombres. Il est de retour à sa forme normale avec une expression calme et des vêtements en lambeaux. Ses yeux verts brillent d'une détermination inébranlable. Émergeant de la fumée, la chef dit que son attaque a failli la finir. La démone révèle alors qu'en 2 ans, il a été le premier à la forcer à utiliser cette technique. Elle révèle son séné, la bannière de bataille immortelle qui absorbe et redirige toute attaque qu'elle reçoit. Notre héros est stupéfait et s'interroge sur la puissance de cette bannière de bataille immortelle, que la chef crée des griffes d'énergie rose et se prépare pour le coup final contre son adversaire. La commandante charge alors avec ses nouvelles armes, lui disant d'emporter cette fierté avec lui. Enfer. Le protagoniste est confus par sa technique et se demande si cela a quelque chose à voir avec son ami. La démone arrête alors son attaque avec un regard stupéfait sur son visage, n'ayant aucune idée de ce qu'il vient de dire. De retour dans le présent, la commandante démon semble réfléchir aux événements récents qui se sont déroulés sur son territoire. Notre MC enlève ensuite le bandage enroulé autour de son cou. Il y a peu de temps, il y a ce groupe d'aventuriers qui parlent du héros légendaire qu'ils sont censés rencontrer. Juste à ce moment-là, la fille du groupe aperçoit un sommet de montagne étrangement rond, au loin. Soudain, ce soi-disant sommet commence à trembler violemment et à se soulever du sol, prenant tout le monde complètement au dépourvu. Il s'avère que ce n'était pas une montagne, c'était la tête d'un monstre géant avec des yeux rouges brillants. Et juste comme ça, l'énorme troll de Montagnier Rond se met debout, révélant son corps gigantesque au héros. Mais au lieu d'attaquer, le monstre saisit sa propre tête et commence à hurler de douleur. Ils sont tous confus alors que la tête de la créature commence à devenir pointue. L'un des guerriers reconnaît l'attaque comme la technique légendaire de l'épée de la chute céleste. Juste après, une puissante entaille d'énergie traverse proprement la tête de la créature. Un faisceau de lumière descend du ciel, perçant complètement le crâne de la créature géante. Ensuite, l'énorme créature commence à s'effondrer. Ce géant massif ressemblant à quelque chose sorti tout droit d'un anthème s'écrase, complètement sans vie. À ce moment, la mystérieuse sainte apparaît maniant une puissante énergie dorée. La figure mystérieuse crée une barrière d'énergie protégeant le groupe de l'impact de la chute massive. Avec le corps du troll maintenant sur le sol, une énorme onde de choc balaie tout le champ de bataille. Lorsque la poussière retombe, enfin, la tête géante du monstre gît, immobile sur le sol. Au loin, le groupe d'aventuriers fixe la carcasse de la créature qui vient d'être anéantie. Mais tout d'un coup, les dents du troll commencent à bouger comme si quelque chose essayait de sortir de sa bouche. Effrayé par les mâchoires qui bougent toutes seules, le groupe se prépare rapidement pour un autre combat. La carcasse de la créature commence à jaillir encore plus de sang, faisant un énorme gâchis de la zone. Juste à ce moment-là, une main trempée de sang émerge lentement de l'intérieur de la bouche du troll. Trempé de sang, notre protagoniste se relève de l'intérieur de la créature. Avec un regard froid, il s'enquiert des 3 aides que Movek a mentionnées dans sa lettre. Le héros blond répond qu'ils sont tous des camarades contre l'empereur démon. Mais notre MC dit que tracer une ligne claire entre eux est mieux pour toutes les personnes impliquées. Notre garçon bondit devant eux, rayonnant d'une aura puissante. Après avoir dépassé Blondie, il dit que les sentiments trop profonds peuvent devenir un fardeau ou un danger caché. Ensuite, notre protagoniste affronte le tank de l'équipe. Le chevalier géant est complètement en désaccord avec la façon de penser de Gland. Notre héros répond, alors qu'il se fiche de son opinion. Cela dit, il se contente de se tourner et de s'éloigner. Le blond a ensuite demandé au grand gaillard de lui pardonner, expliquant que le gamin a une personnalité difficile, mais le chevalier dit que tout va bien, car il n'a pas non plus l'intention d'être ami avec ce type. Ailleurs, le démon aux cheveux violets voit quelqu'un et demande « Est-ce vraiment toi ?»
Il s'avère qu'elle fixe notre héros qui a l'air beaucoup plus propre maintenant. Notre protagoniste le confirme avec un simple oui et un léger sourire sur son visage. La démone devient super heureuse et le serre fort dans ses bras, criant qu'il est vivant aussi. Submergée par l'émotion, elle saute dans ses bras et s'accroche désespérément. Notre garçon demande alors pourquoi elle pleure, disant qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle dit, elle n'a jamais pensé qu'elle serait capable de revoir un camarade. Glenn a un regard triste sur son visage et s'excuse, disant que si seulement il avait fait mieux. Juste à ce moment-là, 2 démons apparaissent à la porte et demandent ce qui se passe. Les 2 monstres voient leur général sur le dos de notre héros. Elle dit aux 2 sortir et dit qu'elle va se reposer pour reprendre des forces. Alors, ils obéissent simplement. Les 2 partent, l'air plutôt suspicieux. Maintenant qu'ils sont partis, notre protagoniste utilise un sort de guérison sur elle. Elle lui demande s'il s'est senti coupable tout ce temps pour ce qui s'est passé dans le passé. La démone le coupe, disant qu'elle a toujours trouvé agaçant qu'il se blâme pour tout. Elle crie de douleur et il lui dit de tenir bon puisqu'elle lui a cassé plus d'os qu'il ne lui en a cassé. Après cela, les 2 s'assautent pour manger des fruits et discuter un peu plus. Il confirme qu'il a été réincarné en démon il y a 2 ans et qu'il a également retrouvé sa sœur. Notre protagoniste est choqué et demande si son ancien camarade, vous savez, a changé d'équipe. Il insiste demandant comment son amie est devenue une femme de la race des démons. La démone le regarde fixement avec une expression sérieuse sans dire un seul mot. Avec un sourire narquois, elle révèle finalement qu'en fait, elle a toujours été une femme. Glenn est complètement muet face à cette révélation et n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Il est encore sous le choc de l'information, fixant son ancien compagnon dans une confusion totale. Elle demande ensuite si pendant les 3 années où ils se sont connus, il pensait vraiment qu'elle était un souvenir montre son ami, avec le chevalier géant en armure. Notre protagoniste est stupéfait et se souvient s'être disputé une fois avec Mévèque. Notre héros demande ensuite si tout le monde était déjà au courant. Elle confirme que oui, chacun de leurs autres compagnons était au courant. Indigné, il demande pourquoi elle ne lui a jamais dit la vérité, mais elle lui retourne la question, disant qu'elle supposait juste qu'il le savait déjà. Glenn lui demande de confirmer que ce n'est pas une blague et elle rappelle comment il l'appelait Gigi. Il explique qu'il pensait que c'était une sorte de titre militaire. Mirvek voit Tess dormir et demande qui elle est. Glit fille d'Alexus. Elle se tourne ensuite et remarque de petites figurines en bois sur le dessus d'un tonneau. Elle commence à compter les figurines et se rend compte qu'il en manque une dans le groupe. Elle repère également quelques objets sur le sol. Elle ramasse ensuite les objets sur le sol. Notre protagoniste répond qu'il lui rappellerait d'être meilleur à l'avenir, avec un regard déterminé. Notre garçon jure qu'il éradiquera le mal et protégera tout le monde. Mais sa compagne se met juste à rire, trouvant sa promesse assez hilarante. Elle doute qu'il puisse faire tout cela tout seul sans l'aide de personne. Mais elle dit ensuite que lorsqu'il s'agit d'éliminer les méchants, il peut compter sur son aide. Sur ce, les 2 scellent leur partenariat avec une poignée de main ferme. Ce geste montre qu'ils sont de nouveau ensemble, prêts à affronter ce qui se présentera à eux. Un instant plus tard, les figurines sur le tonneau sont complètes, symbolisant l'ancien groupe. Les 5 figurines en bois représentent l'ancien groupe de héros enfin réunis. Assis sur une falaise, ils parlent des 2 dernières années et de ce qui s'est passé. Ils parlent du royaume et elle dit que le roi démon actuel se fiche de tout. La démone mentionne que parfois, ses instincts de monstre essaient de prendre le dessus. Notre protagoniste est d'accord, disant que sa nature un démoniaque l'a un peu changé aussi. Cela rend sa compagne curieuse et elle demande en quoi il se sent différent. Glenn explique que sa personnalité est devenue plus calme et qu'il a moins d'idées de stratégie de bataille. Cette réponse laisse Mévèque complètement perplexe, faisant une drôle de tête. Salah arrive et demande à Glenn qui est cette dame. Mais Mévèque est charmé par la gentillesse de la jeune fille et lui pince les joues affectueusement. Notre héros présente la jeune fille comme Salah, et la femme se plaint de ses vêtements simples. Elle les invite ensuite tous les 2 dans son sous-sol qui est un endroit beaucoup plus sûr. Le groupe traverse ensuite un couloir en pierre en direction de la cachette secrète. Une fois sur place, Glenn est impressionné par la quantité d'informations qu'elle a réussi à recueillir. Il regarde un tableau avec une liste des rois démons qui sont la cible. Soudain, Salah se retourne et demande à ne pas être traitée comme une poupée. Il s'avère que la petite Salah apporte une toute nouvelle tenue et demande si elle est belle. La démone se vante de ses compétences et notre héros complimente le style des vêtements. La petite Salah continue de se regarder dans le miroir, semblant vraiment aimer le nouveau look. Son ami dit alors qu'un accessoire pour cheveux rendrait le look parfait. Soudain,
Notre protagoniste a une idée quand il voit un objet qu'elle a jeté de côté, ramasse une grande coquille bleue. Notre héros reconnaît l'objet comme l'appel de l'âme et devient sérieux. Mais Rovek dit qu'elle a gagné la coquille, mais il révèle que c'est un artefact vieux de 300 ans. Cet artefact permet à une personne d'entrer dans l'âme d'une autre et de voir ses. Notre protagoniste se souvient d'avoir ressenti quelque chose d'étrange juste avant d'être réincarné. Il lui demande d'utiliser l'objet pour entrer dans son âme et découvrir la vérité. La démone accepte sa demande, sans hésitation, et accepte de l'aider. Avec un regard déterminé, elle dit qu'elle est prête à commencer dès qu'il le sera. Notre héros dit alors que pour que l'objet fonctionne, ils ont besoin de l'autre moitié. Son amie panique quand elle se souvient que l'autre partie de la coquille est manquante. Elle explique qu'une bande de bandits a volé l'autre moitié de l'artefact. Notre héros demande pourquoi elle n'a pas simplement récupéré l'objet, et elle dit qu'elle est terrible en traque. Glan se plaint que même après toutes ces années, elle ne s'est pas améliorée dans les techniques de furtivité. Il dit que ses tentatives d'être sournois sont si mauvaises qu'un aveugle pourrait la repérer. La dame pleure et promet de s'entraîner à l'avenir. Mais notre garçon lui crie de le faire maintenant. Ailleurs, nous voyons le camp des bandits où ils ont l'artefact volé. Les voleurs sont rassemblés autour d'un feu de camp, parlant des diverses provisions qu'ils ont reçues. À l'intérieur d'une tente, le chef du gang parle avec une femme de ses projets futurs. Le grand patron révèle qu'il veut devenir assez fort pour combattre un dragon maléfique. Dehors, quelques membres transportent 2 boîtes lourdes qui sont des hommages d'un autre groupe. Il s'avère que nos héros utilisent les boîtes pour se faufiler dans le camp sans être vus. De l'intérieur de leur cachette, Mouvk complimente le plan et notre protagoniste lui dit d'arrêter avec les métaphores. Il commente l'infiltration, disant qu'il y a trop de bandits pour une attaque directe. L'un d'eux craint que quelqu'un ne s'enfuit avec leur moitié de la coquille au milieu du chaos. Il décide qu'il est préférable d'observer d'abord et de déterminer où tout est caché. Un grand bandit costaud est assis sur la boîte même où se trouve notre protagoniste. Le bandit costaud suggère d'attendre que leurs ennemis s'épuisent avant d'attaquer. Mais soudain, la caisse sur laquelle il était assis se casse complètement en voyant le bandit au sol. Étalé sur le sol, l'homme se plaint de la boîte de mauvaise qualité. Et son ami remarque qu'elle était vide. Alors, pour éviter d'être découvert, notre héros se transforme rapidement en serpent. Caché à l'intérieur d'un serpent de boîte, le héros a 4 bras et sa patte surveille les mouvements de l'ennemi. Il repère tout le camp de bandits, y compris la boîte défoncée dans laquelle il se trouvait. Pendant ce temps, le chef des voleurs discute avec une dame disant qu'il part au marché noir pour échanger des objets. Mais l'elfe intervient disant que le marché a été détruit par quelqu'un de super fort, juste au moment où notre gars se rapproche. Lorsque le chef des bandits sent une présence étrange et crie qui est là, et juste comme ça, notre gars apparaît annonçant que la cible est confirmée, et que son ami peut aller s'amuser. Juste à temps, Mirov bondit hors de la boîte et assène un solide coup de poing à l'un des hommes de main. Elle l'attrape par le cou, totalement énervée qu'ils aient pris tous les bons snacks et les laissés affamés. Poussée par la rage, elle déclenche alors un coup dévastateur sur le monstre sans une once de pitié. Après avoir renversé quelques ennemis, elle reste là pendant que d'autres voyous encerclent prêts pour le combat. Le chef de gang est absolument furieux, blâtant notre héros d'avoir conduit Morav droit à leur porte. Le chef remet l'artefact à la femme. Paniqué, il se jette sur notre héros, utilisant la fille comme une excuse fragile et criant à l'aide. Mais, avant qu'il ne puisse aller très loin, une frappe rapide et précise le met hors course en pleine foulée. L'elfe se révèle alors disant qu'elle en avait marre de ce type de toute façon, le traitant de vrai connard. Avec un regard sérieux, notre héros affronte l'elfe qui le nargue, lui demandant s'il veut l'artefact. Elle continue son trash talk, disant que s'il prend l'objet, elle le transformera en son nouveau jouet. Sans même hésiter, notre gars se précipite en avant avec une vitesse incroyable et arrache l'objet de sa main. Les autres voyous sont complètement abasourdis, incrédules que leur chef ait été vaincu si facilement. Pendant ce temps, Mirov est occupé à combattre d'autres bandits et notre gars commence à critiquer son style de combat. Il explique que son pouvoir peut fondamentalement mélanger l'attaque et la défense en un seul mouvement. Il propose donc de partager quelques techniques et un serpent d'énergie se matérialise dans sa main. Le serpent mord alors l'épaule de son ami, et il lui dit de ne pas résister mais de ressentir la puissance. Il dit qu'en suivant sa circulation, elle découvrira une nouvelle façon d'utiliser son sceau de. Notre héros dit qu'il va lui montrer une fois et une aura verte et jaune enveloppe son corps. Elle déclenche alors une attaque puissante, qui élimine complètement tous les ennemis autour d'elle en une seule fois. Avec son nouveau bouclier et sa lance, elle remarque que la sensation d'apprendre quelque chose de nouveau
n'est pas si mauvaise. Notre héros saisit alors l'artefact et dit qu'il est temps pour eux de retourner à la. De retour à la planque, nous voyons la petite Sul dormir profondément à une table chargée. Nourriture. Il mentionne que l'objet est délicat et ne peut être utilisé qu'une seule fois pour voir ce qui s'est passé. Dans le passé. Mirov lui lance un regard inquiet mais il la rassure lui disant de ne pas s'en faire. Puis l'artefact à la main. Notre héros lui dit de se préparer car l'objet commence à briller intensément. Un énorme serpent d'énergie noire est libéré de l'artefact, se jetant sur elle. La minute d'après, il apparaît seul au milieu d'une épaisse fumée à l'intérieur de sa propre âme. Notre gars la prévient alors avec un sourire narquois de ne pas regarder des choses qu'elle n'est pas censée voir. Juste à ce moment-là, son ami entre dans son espace d'âme et se demande ce qu'elle n'est pas censée voir là-dedans. Tout d'un coup, une statue géante et tordue émerge des ténèbres, lui faisant peur à mourir. Elle réalise alors que c'est une statue du dieu de la miséricorde et pense que son apparence est sérieusement détraquée. Son amie est stupéfaite de voir la forme de son âme et il explique que cet endroit est son âme. Une vision chaotique et cosmique du passé se dévoile alors sous les yeux de Mauve. La forme d'âme de notre héros pointe alors vers la vision et dit à sa compagne de continuer. Sur ce, elle marche vers une lumière rouge, prête à découvrir la vérité. Elle voit bientôt le souvenir d'un chevalier frappé par un puissant coup doré. La femme réalise alors que c'est l'un de ses souvenirs d'après son décès. Entouré d'une énergie sombre et rouge, il se souvient avoir été acculé par l'ennemi. À l'intérieur de la mémoire du MC, Mirov regarde tout se dérouler avec une expression sérieuse et inquiète. L'être maléfique révèle alors qu'il utilisera un plan de secours comptant sur l'autorité de quelqu'un d'autre pour survivre. Son plan cruel était d'utiliser une technique de possession pour réincarner son âme dans le corps d'un démon. Mais le symbole bleu se brise et l'être maléfique se plaint que la forme n'était pas encore complète. Ensuite, nous voyons un affrontement d'énergie indiquant que quelqu'un a interrompu le rituel de l'empereur démon. Son ami se retrouve alors dans une mer de sang, observant le corps d'une femme nommée Sofka, une ancienne camarade. Un gros plan montre son corps qui s'est sacrifié pour arrêter le rituel. Une entité de feu dit que la possession a été arrêtée, mais les conséquences sont inconnues. Puis un sourire méchant apparaît dans l'obscurité révélant que le plan lui a permis de rester en vie après tout. Avec une expression choquée, son ami réalise que l'empereur démon a également réussi à se réincarner. Sur ce, la mémoire se termine et la scène se brise comme un miroir l'envoyant tomber dans l'obscurité. Elle apparaît dans un endroit horrible et réalise qu'elle est toujours dans son âme et qu'elle doit le prévenir et vite. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!